Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce Paris Direct. À la une de l'actualité, le variant Omicron se répand partout sur la planète. Des cas ont été identifiés un peu partout, 3 en France métropolitaine. La réunion de la COP Biodiversité qui devait se tenir en janvier est repoussée. La France va tenir ce lundi un conseil de défense sanitaire. La présidentielle en France, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est l'affiche du second tour de la primaire des Républicains qui se déroule ce vendredi. Les 3 candidats éliminés au premier tour ont tous appelé à voter pour la présidente de la région Île-de-France. Et puis la rencontre de ce jeudi en Suède entre les chefs des diplomaties américaines et russes à propos de l'Ukraine. Washington menace toujours Moscou de sanctions en cas d'invasion de l'Ukraine. La Russie dit redouter une confrontation militaire. Les présidents des 2 pays devraient se parler prochainement. Le président américain dévoile ce jeudi de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid et notamment des tests négatifs seront exigés pour chaque arrivée de l'étranger, même pour les voyageurs vaccinés. La Norvège impose elle aussi dès ce soir des contrôles, mais 24 heures après l'arrivée. 3 cas de variant Omicron ont été détectés en France métropolitaine ce jeudi, après un premier cas à La Réunion. D'autres tests positifs au Covid sont en cours de vérification. On vous explique comment ces cas sont repérés. 3 cas du variant Omicron sont à cette heure confirmés dans l'Hexagone. 2 ont séjourné en Afrique du Sud. Le premier diagnostiqué, lui, rentré du Nigeria. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années. Il ne présentait pas de symptômes lors du test et n'était pas vacciné. Le 25 novembre, à sa descente d'avion, il est testé positif au Covid. C'est dans ce laboratoire spécialisé près de Paris que son prélèvement a été analysé. C'est là que les échantillons sont mis en contact avec le réactif qui va permettre de détecter si certaines mutations sont présentes. C'est ce qu'on appelle le criblage. C'est exactement ça. Le criblage cible uniquement certaines parties du virus. Il donne les premiers indices. Mais pour identifier avec certitude le variant, il faut utiliser cette machine pour connaître l'intégralité du génome du virus. Cela s'appelle le séquençage. Le séquençage, c'est donc la lecture, comme dans un livre, du génome du virus, où chaque chapitre du livre correspond à un gène du virus. Et dans chaque chapitre, on va regarder chaque mot et on va voir si des mots ont changé. Pour les scientifiques, guère de doute. D'autres cas seront confirmés dans les prochains jours. La parade désormais, prendre ce variant de vitesse. Certaines personnes attendent d'être malades, attendent même plusieurs jours après pour se faire tester. Donc on perd énormément de temps et durant cette période, les gens contaminent leur environnement. Donc ça, il faut refaire passer ce message. S'il y a des signes précurseurs, très vite se faire tester, très vite s'isoler pour éviter la circulation du virus, qu'il s'agisse du Delta ou a fortiori du variant Omicron. L'OMS juge élevée la probabilité qu'Omicron se répande au niveau mondial. À ce jour cependant, aucun décès associé à ce variant n'a été signalé. Et un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi prochain pour décider d'éventuelles nouvelles mesures à prendre face à l'arrivée d'Omicron. La campagne pour la présidentielle en France à présent. Le second tour de la primaire des Républicains oppose Éric Ciotti, arrivé en tête, à Valérie Pécresse. Cette dernière bénéficie du soutien des 3 candidats éliminés au premier tour qui ont appelé à voter pour elle. Les adhérents LR pourront faire leur choix dès ce vendredi pour le second tour. Quels sont les projets des 2 candidats, leurs différences? La réponse avec Théa Bazdarevich. Un duel final entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Parti comme outsider, le député des Alpes-Maritimes a créé la surprise en terminant en tête du premier tour. Représentant d'une droite dure, ce spécialiste des questions migratoires aligne les propositions choc. Préférence nationale sur l'emploi et le logement, retour au droit du sang ou encore un Guantanamo à la française pour lutter contre le terrorisme. En matière de sécurité, Éric Ciotti promet des peines minimales automatiques pour les agresseurs des forces de sécurité et prône la perpétuité réelle. Un message de bon sens. Tu touches à un uniforme, le soir même, tu dors en prison. Tu es étranger, la France t'accueille, tu commets un délit en France. La réponse, c'est la prison et l'avion. En face, la patronne de l'Île-de-France, celle qui se décrit comme 2 tiers Merkel et 1 tiers Thatcher, propose un référendum contre l'immigration de masse ainsi que l'instauration de quotas annuels.
La candidate proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy veut également faire de la revalorisation du travail une priorité. Parmi ses mesures phares, la fin des 35 heures, la libre fixation du temps de travail en entreprise ou encore le départ à la retraite à 65 ans. Les deux finalistes doivent encore être départagés lors d'un ultime vote ce week-end. Le nom du gagnant sera dévoilé samedi. Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, tous les trois éliminés de la course à l'investiture LR, ont déjà apporté leur soutien à Valérie Pécresse. Le ministre russe des Affaires étrangères estime que le scénario cauchemar de la confrontation militaire est en train de faire son retour en Europe. La rencontre avec son homologue américain ce jeudi a été l'occasion de mise en garde de part et d'autre sur la question de l'Ukraine principalement. Écoutez. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Et Gulliver Krag est notre envoyé spécial dans l'est de l'Ukraine, cette région du Donbass où une guerre sévit depuis bientôt 8 ans. Je l'appelais une paix froide, malheureusement, ce n'est pas vraiment le terme exact puisqu'il y a des combats tous les jours et ceci depuis plusieurs années maintenant, 7 ans maintenant, et qui intensifie de la vie de presque tout le monde dans la région, mais sans pouvoir vraiment le chiffrer depuis le printemps de cette année. Mais pour ce qui est des dernières 24 heures, l'armée ukrainienne déplore un soldat décédé à Novotroïtske, qui est entre Donetsk et Mariupol, donc au sud de Donetsk, et un soldat blessé ce matin. Le soldat blessé est à l'hôpital et ses blessures ne menaceraient pas la vie. Voilà pour le dernier rapport des soldats ukrainiens sur ce qui se passe sur la ligne de front aujourd'hui. Là où je me trouve, je suis à 24 km de la ligne de front et on a entendu des tirs d'artillerie au loin. Ce soir, la propriétaire des chambres d'hôtes où je loge m'a dit qu'elle a l'impression d'en entendre de plus en plus souvent et de plus en plus bruyamment depuis quelques semaines. En Libye, le fils de Mouammar Kadhafi, Saïf al-Islam, est à nouveau candidat à la présidentielle. La cour d'appel de Sebha a invalidé la décision de l'autorité électorale de rejeter sa candidature pour non-conformité avec les dispositions de la loi. Saïf al-Islam Kadhafi a été condamné à mort en 2015 à l'issue d'un procès expéditif avant de bénéficier d'une amnistie. Des partisans d'un autre candidat à la présidentielle, Khalifa Haftar, ont bloqué pendant une semaine l'accès au tribunal de Sebha pour empêcher ce recours. Ils se sont finalement retirés ce jeudi. L'Organisation mondiale du tennis féminin a annoncé suspendre tous ses tournois en Chine, une sanction prise après l'affaire de la disparition de la joueuse chinoise Peng Shuai. Ce n'est pas la première fois qu'une personne gênante disparaît soudainement dans la Chine de Xi Jinping. Cette pratique courante porte même un nom, la résidence surveillée dans un lieu désigné. Les explications en images de Charles Pellegrin et David Gilberg. Le cas de Peng Shuai a attiré l'attention sur une pratique qui existe sous différentes formes depuis de nombreuses années en Chine. Quiconque critique le gouvernement est susceptible de disparaître de la vie publique en étant parfois placé en détention. L'un des plus célèbres exemples est celui du milliardaire et fondateur du site Alibaba, Jack Ma, qui en 2020 n'était pas apparu en public pendant 3 mois après avoir critiqué le système financier chinois dans un discours. Ce que la loi chinoise désigne comme des résidences surveillées dans un lieu désigné permet d'enfermer quelqu'un dans une prison noire sans aucun procès pendant 6 mois. L'avocat Liang Xiaozun en expliquait le principe en 2018 à France 24. Cela peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. À l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités, ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. On estime entre 45 000 et 55 000 le nombre de personnes ayant subi ce type de détention depuis que Xi Jinping est devenu président en 2013, dont environ 15 000 pour la seule année 2020.
En 2021, ce genre d'enlèvement continue de se pratiquer avec plus ou moins de retentissement médiatique, alors que la disparition de la joueuse de tennis Peng Shuai faisait la une des journaux partout dans le monde. 3 militants chinois ont disparu à cette même période. Wang Jianbing, Sophia Wang et Fang Ran ont été placés en détention pour avoir défendu les droits des travailleurs ou ceux des femmes. Les 2 premiers ont depuis été inculpés pour incitation à la subversion contre le pouvoir de l'État. On est toujours sans nouvelles du dernier. Le message est clair, en Chine, défendre une cause qui n'est pas du goût du pouvoir est une ligne à ne pas franchir.